Ce dimanche en F1, une course riche en remontées multiples et aux stratégies aussi variées que dynamiques ennuie une majorité des fans de Formule 1 qui s'impatientent tous des courses terminées dès la qualif avec des stratégies uniques et sans dépassement pour les prochains Grands Prix de Monaco et d'Espagne à venir. Le pilote le plus expérimenté de l'histoire fait une boulette digne d'un rookie tandis qu'un pilote continue de s'impatienter de franchir un cap et un record symbolique de pole position en Formule 1. En effet, en signant sa 17e pole position en F1, Valtteri Bottas s'approche du record du meilleur poleman de l'histoire, sans le moindre titre actuellement détenu par René Arnoux à 18. Allez, plus qu'une mon grand et tu peux enfin égaler le record et en plus tu seras un ratio parfait de une victoire toutes les deux pôles. Mais non, rougis pas Valtteri, toi tu n'as rien à envier à René Arnoux et sa misérable petite vingtaine de podiums obtenus dans les majestueuses Ferrari et Renault des années 80, parce que toi t'es capable de les convertir tes belles qualifications en enregistrant ton 58e podium en catégorie reine. Non, la copie rendue est absolument parfaite, elle est tellement propre, il y a presque rien à redire. Un très bon départ, un excellent restart suite à la safety car, il a permis ensuite à son équipier d'effectuer un magnifique dépassement décisif pour la victoire et au final il doit que sa deuxième place perdue qu'à la stratégie face à Red Bull et Verstappen. Alors il aurait pu le suivre de plus près sur la fin de course, mais malheureusement un problème de capteur lui a coûté un peu de puissance en fin de course. Mais bon, pole position, podium et meilleur tour en course, c'est de bons points qui le rapprochent de la 3e place au championnat pilote actuellement détenu par l'imbattable Lando Norris et sa redoutable McLaren. Donc un week-end très productif pour Bobo. D'ailleurs, je pense que je vais plus en avoir usage, donc je vends des t-shirts Valtteri Botanos si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Oui, ça, non, vaut mieux pas que je porte ça. Et je parlais d'une course riche en événements dans tout le peloton, mais même devant, dans le premier tiers de la course, ça a été animé par la lutte pour la victoire entre Hamilton et Verstappen, parce qu'on savait pas lequel des deux allait passer Bottas en premier, tant que la lutte entre les deux était intense. Mais ça semble s'être joué un petit peu à la puissance moteur, et c'est Lewis qui l'a fait, non sans nous avoir offert une belle passe d'armes avec Maximus, puis ensuite avec Valtteri, pour aller chercher sa 97e victoire en F1. Putain, 97, pardon, pour les gros mots, mais ouais, j'espère juste que si un jour je dois citer toutes les victoires d'un pilote, je tomberai plus sur Valtteri que sur Lewis. Je les connais toutes, celles de Valtteri, par cœur. Et c'est bien ça qui m'attriste. Mercedes semblait avoir repris un avantage en termes de rythme ce week-end, mais on a vu que ce circuit et particulièrement ses conditions semblaient mélanger pas mal la hiérarchie, donc reste à voir si ça va être juste le coup d'un week-end avant de revoir une lutte plus équilibrée, une hiérarchie plus établie comme on l'avait connu auparavant, ou si Mercedes a vraiment fait un bond en avant. Quoi qu'il en soit, les deux équipes me semblent assez proches pour permettre aux plus féroces des pilotes de faire la différence. Et voilà, je sais pas quoi ajouter. Ouais, j'ai dit féroce, hein, j'ai failli dire le plus talentueux, mais j'avais peur de me froisser avec des spécialistes qui pensent qu'on peut objectivement classer le niveau des pilotes de manière catégorique et qu'il ne peut pas s'agir d'une donnée variable en fonction du contexte et des courses. Donc voilà, je vais dire le plus féroce des deux. Cet ascendant de Mercedes ce week-end peut aussi s'expliquer par le fait que Red Bull a beaucoup souffert de cette piste atypique, avec ses pilotes qui souffraient pour trouver du grip. Alors évidemment, l'asphalte est le même pour tous, mais aussi chaque voiture est unique, donc ça peut profiter à certains et porter préjudice à d'autres. Mais après tout, c'est ça la F1 quoi. Donc peut-être, je pense, à vouloir trop compenser ce déficit et à trop vouloir piloté, le week-end de Verstappen est marqué par une polémique quant aux limites de piste du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix de Bahreïn 2021, ce qui nous fait nous poser la question pourquoi la FIA ne laisse pas des marqueurs visuels sur la piste pour délimiter les zones autorisées. On pourrait par exemple tracer des lignes, une de chaque côté de la piste pour délimiter les bords, et quand un pilote dépasse de ces lignes avec ses 4 roues, il pourrait être sanctionné. Parce que là, vu qu'il n'y a aucun moyen de savoir où la limite s'arrête, on sait jamais quand un pilote est sorti trop large ou s'il est encore en piste. Mais après aussi, Verstappen, c'est pas non plus un trouduc comme moi qui est assis sur son canapé, il est censé savoir où est la limite, ça lui a coûté cher en qualification, et on dira que ça lui a coûté le meilleur tour en course, mais
En sortant de la piste, il a amélioré que de 29 millièmes le chrono de Bottas, donc ça se trouve, voilà, sans cette infraction, il aurait pas battu le temps. J'ai vraiment l'impression en plus que c'est dans ce dernier secteur qu'il souffrait le plus en course, parce qu'il était incapable de revenir sur Hamilton dans un premier temps, puis Bottas dans la ligne droite, alors qu'il avait le DRS qui le rapprochait pas mal hein, dans le premier secteur, mais il perdait tout le temps restant dans le reste du circuit. Bon, après 3 manches, c'est avantage Hamilton, donc s'il veut participer à la lutte mondiale, ça lui fait une victoire à rattraper et 2 sur son équipier. Mais au moins, il a une pole. Ah oui, je parlais de Bottas, là. Pardon, j'aurais dû préciser. Donc oui, pour rester sur Red Bull, ça reste un beau pas en avant par rapport à 2020 ici même, puisque l'an dernier, c'était 3e et 12e, là c'est 2e et 4e. Donc pour finir avec la question des limites de piste, Sergio Pérez aurait été content d'apprendre que le dépassement de Norris sur lui était parfaitement légal au restart, malgré le fait que sa McLaren avait les 4 roues hors de la piste. Mais bon, il aurait certainement essayé de faire pareil du coup pour se défendre. Depuis le début de saison, Checo souffre pas mal sur les départs, surtout à Bahreïn, on l'a vu, hein, il a même pas été capable de se mettre sur la grille de départ et son moteur voulait pas partir, mais on l'a vu à Imola ce week-end, il galère un petit peu sur les départs, mais bon, on dira qu'il partait en médium, ça fait un petit handicap face au pilote qui était en soft, mais voilà, il a perdu un petit peu de temps derrière et ensuite il a su faire le strict minimum pour sa nouvelle équipe, à savoir terminer 4e. Red Bull a laissé Checo effectuer un premier relais de 50 tours en médium juste pour pouvoir ralentir Hamilton et tenter quelque chose. Mais bon, le pauvre, il était plus dans le rythme là, avec 50 tours de médium en piste. Voilà, il tournait 1 seconde 5 plus lent. Bon, on va dire que Checo, il est pas encore dans la lutte, mais c'est un bon signe puisqu'il a pu apporter le résultat minimum acceptable, servir à peu près à quelque chose pour la stratégie et surtout surprendre Hamilton qui était persuadé qu'il était en train de lui prendre un tour. Eh non, Lewis, Pérez a mené 13 tours ce dimanche, à savoir 13 fois plus que Gasly et Albon réunis en 2 saisons. C'est bon, calme-toi, Jean Mathématique, je sais que 13 fois 0, ça fait 0, mais Albon, il a mené un tour en Turquie, alors poète, hein. C'est terrible de se satisfaire de ça, mais au moins j'ai l'impression que la 2e Red Bull n'est plus une équipe de milieu de peloton, mais une équipe d'à peu près de premier plan, mais entre les deux, quoi. Mais bon, laissons-lui le temps, c'est que la 3e course, et je pense qu'il faudra quand même un peu plus de temps pour voir s'il peut faire mieux que ça. La lutte McLaren-Ferrari se poursuit et c'est Lando Norris qui semble se démarquer de ce petit groupe, un peu à l'image de son début de saison 2020, je suis en train de me dire. Mais bon, bref, heureusement que son dépassement hors piste sur Pérez était sur la piste et qu'il n'a pas été sanctionné, parce que le peloton est très compact et une pénalité, ça aurait pu lui coûter très cher. Donc il ramène 10 points importants à son équipe, et en s'étant bien battu en début de course, parce que chez McLaren, Daniel Ricciardo continue de galérer. Bloqué en Q1 à près de 1 seconde de Norris, c'est très difficile. J'ai vraiment l'impression que c'est un de ces pilotes transférés pendant l'intersaison qui souffre le plus. Et si j'ai toujours beaucoup estimé Danny Ric, et que je suis aussi le premier à vouloir être indulgent avec n'importe quel pilote en pleine phase de transition, je ne vois pas matière à se réjouir de sa 9e place finale, parce que oui, il a mené un très long premier relais, il l'a très bien géré, il a fait quelques belles manœuvres, mais quand on imagine le niveau de la McLaren, ça semble être le strict minimum à réussir, surtout qu'il a perdu en piste face aux Alpines. Il y a eu une petite erreur de sa part au stand, où il s'est arrêté au mauvais endroit. Pour ceux qui savent pas, un arrêt au stand, c'est au millimètre près, hein. Donc en s'arrêtant 30 cm trop loin, il force les mécaniciens à se déplacer. Là, il perd 2-3 secondes dans la manœuvre, mais j'ai l'impression qu'au final, ça ne lui a pas coûté tant que ça. Mais encore une fois, laissons-lui le temps. Je rappelle qu'il y a eu que 3 jours d'essais privés à l'intersaison, et que les Pérez, Ricciardo, Vettel, tout ça, ils ont pas eu 3 jours, ils ont eu 1 jour et demi, parce que c'est divisé par 2 sans compter les problèmes mécaniques. Donc surtout qu'on a eu des grands prix assez atypiques en début de saison. Là, on va arriver sur des circuits un peu plus connus, un petit peu plus chiants. Enfin, ça va jouer dans la balance, tout ça, j'imagine. Pour parler de Leclerc, ce fut un des premiers à tenter les pneus durs, les pneus hard,
Quoique en partant en pneu médium, il avait pas bien le choix, mais ça s'est révélé comme la meilleure stratégie. Et on a vu sur toute la course que les pneus durs étaient les plus performants, et ça lui a permis de réparer une qualification un peu décevante avec une 6e place à l'arrivée et une lutte à distance intéressante avec Lando Norris en fin de course. Je trouve une belle prestation de Leclerc, même s'il se dit déçu de sa qualification qui lui a potentiellement coûté cette belle place à l'arrivée, pardon. Donc le résultat est pas dégueulasse quand on considère qu'il était en difficulté au début du week-end et en qualif où il laissait Carlos Sainz prendre l'avantage sur lui, parce que Carlos il semble déjà à l'aise avec la Ferrari. Et ça fait plaisir de le voir si vite s'adapter, mais sa course, comme beaucoup, a été ruinée à cause de ce passage au pneu médium, surtout qu'il a été le premier du lot à s'arrêter. Il chute de la 5e à la 11e place à l'arrivée, donc mauvais résultat, mais au moins chez Ferrari on sait qu'on peut compter sur lui et je pense que ça pourra s'avérer capital dans la lutte constructeur. Je parlais plutôt du fait que certaines équipes s'adaptaient plus ou moins bien à cet asphalte atypique, et les Alpines s'y sont vraiment bien adaptés, hein. Il reste à savoir si ce bond en avant, il est épisodique ou réel. C'était vraiment sur cette piste l'an dernier qu'on sentait Esteban Ocon revenir en pleine confiance après un an de pause, et il confirme son statut de référence au sein de l'équipe avec un excellent week-end. Une belle qualif où il devance une Ferrari et les McLaren en 6e place, et si en course on a vu que ces équipes étaient un petit cran au-dessus, l'Alpine n'était pas trop loin derrière et Ocon il a su se refaire d'un départ un petit peu raté en étant un des premiers à opter pour ses pneus durs et à remonter dans le peloton avec plein de beaux dépassements. De son côté, le rookie double champion du monde Fernando Alonso a toujours du mal à exploiter sa voiture au mieux en qualif, mais en course, il a pu profiter d'un week-end sans ennui et sans conditions aléatoires pour tirer un très long premier relais, de beaux dépassements et pour remonter en 8e place. Il y a de quoi être ravi de ce week-end chez les Bleus, mais il faut maintenant que l'équipe elle confirme sur la durée et surtout que Nando il trouve une solution pour les qualifs parce qu'après c'est l'Espagne et Monaco. Et là-bas on peut pas doubler. Et dans la liste des équipes qui n'ont pas aimé ce tracé, on peut ajouter la Red Bull blanche et bleue de AlphaTauri. À l'instar de sa grande sœur en souffrance, Yuki Tsunoda poursuit son apprentissage avec un week-end propre, pour une fois, parce que l'autre fois il s'est craché, mais lointain en terminant 15e, quoiqu'il s'est fait gronder quand même encore une fois sur les limites de piste. Et Gasly, il a mené une belle qualif, j'ai l'impression, au vu de la performance de la voiture, et une course plus difficile. Donc il arrive à se satisfaire du point de la 10e place en ayant offert aussi des belles luttes et en arrachant ce point à Sainz dans les derniers tours. Et si je sais que c'est propre au tracé un petit peu, comme je disais, aux conditions atypiques, tout ça, je m'impatiente vraiment de voir AlphaTauri montrer ce qu'elle vaut vraiment, parce que pour moi elle devrait lutter avec les McLaren et Ferrari cette année. Donc je sais que je suis pas le plus intelligent, mais je pense pas m'être trompé à ce point. Quoique... Alfa Romeo, grosse déception avec une voiture à la fois proche et trop loin des points. Antonio Giovinazzi, il a eu un week-end vraiment costaud, j'ai trouvé. Il a été dans la lutte dans le peloton tout au long de la course, mais hélas pas assez pour marquer ses premiers points de la saison. Et Raikkonen, je sais pas ce qu'on peut dire, en difficulté pour trouver son aise dans la voiture tout le week-end et abandon dès la fin du premier tour avec cette erreur qui aurait pu coûter cher à l'équipe. Alors, erreur qu'il a immédiatement admis, justifiant qu'il avait les yeux rivés sur les réglages de son volant et il n'a vu que trop tard qu'il était dans l'aspiration de son équipier. C'était tellement mieux avant quand les volants, ça servait juste à tourner. Ouais, je sais, ça fait vieux réac, j'arrête. Les améliorations présentes sur l'Aston Martin de Lance Stroll ont permis à l'équipe de voir pas mal de choses, sur la voiture avec une 17e place en qualif et une 14e en course. Alors je sais pas si c'est des choses positives qu'ils ont pu voir, mais ils ont pu voir des choses. Un hyper méga long premier relais en soft, ce qui me fait me demander pourquoi en fait Pirelli ils ont ramené les pneus les plus durs de la gamme sur un circuit. Enfin voilà, on y a roulé il y a quelques mois sur circuit et c'était pareil. Il n'y a pas de grippe, il n'y a pas d'usure, donc pourquoi ils ramènent les pneus les plus durs ? Je sais pas. Sébastien Vettel, il semblait moins souffrir sur cette piste et c'est pour ça, j'ai l'impression qu'on l'a vu pour la première fois en 15 Grands Prix depuis Silverstone 2020 passer en Q3. Celebration time, come on! C'est pour les droits d'auteur. Incroyable, mais hélas, au bout d'une dizaine de tours, il a chuté en performance et a pu offrir malgré tout de belles batailles, notamment avec son équipier en fin de course.
Au moins, c'est la première course sans incident quelconque pour Seb et ça lui a permis d'avoir enfin une stratégie normale et de pouvoir rouler dans cette Aston Martin qu'il continue de découvrir. Hein. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'ils ont eu 1 jour et demi de roulage, les pilotes aux essais privés. Seb, il s'est pris, je crois, une demi-journée de problèmes moteurs, si c'est pas plus. Williams, ils savaient qu'ils aimaient pas les pistes glissantes avec beaucoup de vent et ils en ont eu la certitude ce dimanche et on l'a vu à travers Russell qui avait réussi une qualif monumentale en 11e place. De mémoire, la meilleure qualif de Williams depuis Italie 2018 quand Stroll était entré en Q3. Et dire qu'en 2018 on disait que la Williams pourrait pas être pire, bref... Mais au final, malgré cette belle qualif, on l'a vu juste souffrir dans le peloton, justifiant qu'entre le vent et le dirty air, c'était juste la voiture qui se pilotait toute seule plus que lui qui la pilotait, et des propos également tenus par Nicolas Latifi. On sait que pour Williams, ça va être tout ou rien cette année, avec une voiture parfaite pour certains types de tracés, et terrible pour le reste. Donc voilà, Portimao, c'était le reste. À part la belle qualif, il n'y a pas grand-chose à dire de la descente aux enfers de Russell, hein, j'ai l'impression. Et on va éviter de parler de celle de Latifi. Pourtant, le Canadien avait réussi à passer Russell en fin de course lors de la phase des arrêts au stand, mais il finit quand même 15 secondes derrière, et surtout après avoir perdu la lutte face à la Haas de Mick Schumacher. Et bon, au moins, il a vu le drapeau à damier pour la première fois cette année. Et justement, Mick, il s'est montré à l'aise tout au long du week-end, et si sa Haas est en difficulté, il a jamais été loin du peloton qui était devant lui, et il a réussi à s'offrir le scalp de Fifi en fin de course et offrir un beau résultat à l'équipe. Ouais, ça va, c'est la 17e place, mais ça reste... voilà, pour une Haas, c'est très bien. Il faut arriver à s'en satisfaire de ces luttes quand on est fan de F1. Je sais pas... Il y a 20 pilotes en F1, il n'y a pas que les 3 premiers, non? Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, s'il y en a 20, c'est pour qu'on les regarde tous? Non? Je sais pas. Bref, entre les tests privés avec Ferrari à Fiorano la semaine dernière et son sérieux, je ne peux pas douter que Schumi Junior sera surveillé le jour où il aura la chance d'évoluer dans une meilleure équipe. Et en face de lui, Kikita Mazepin, il continue de s'améliorer petit à petit, mais la route à parcourir, elle est encore longue. Hein. Il s'est fait mauvaise presse en bloquant Pérez en course, entre sa machine un peu trop exigeante et la réalité du fond de gris et des drapeaux bleus. Son apprentissage en Formule 1 est loin d'être fini, mais bon, au moins il est rapidement allé s'excuser auprès de Checo après la course, mais espérons qu'il ne refera pas 2 fois ce type d'erreur. Et là, je t'entends dire blablabla, tu t'arrêtes jamais de parler. Eh bien, justement, si, cher spectateur toxique imaginaire que j'ai inventé de toutes pièces pour conclure cette émission, c'est tout pour moi aujourd'hui, donc j'espère avoir satisfait ton envie de revivre ce plaisant week-end formulanesque sans avoir omis trop de détails, et espère t'avoir bien diverti et te donne rendez-vous prochainement. Ce mercredi soir à 20h30 sur la chaîne Twitch Galaxis pour blablater de ce Grand Prix et le week-end prochain pour le Grand Prix d'Espagne. Et sinon, t'as aussi les réseaux sociaux avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Si tu veux suivre l'actualité de la chaîne et les prochaines sorties si jamais t'as pas envie de t'abonner. Bisous!